Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai l'immense honneur, plaisir, joie de recevoir aujourd'hui l'un des grands noms des objets connectés. J'allais dire français, mais en fait, on n'est pas obligé de rajouter français d'ailleurs. Fred Potter, salut Fred. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir. Grand nom des objets connectés parce que tu as quand même fondé plusieurs sociétés autour de l'univers de l'objet connecté. Alors après, on reviendra sur les diverses familles de ces objets, dont notamment WeThings et Netatmo. Fred, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Je m'appelle Fred Potter, j'ai 47 ans, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Télécom Paris Tech. Après, j'ai fait un doctorat en microélectronique, donc je m'orientais au début plutôt vers la recherche publique. Et puis, mon doctorat m'a donné une vision assez, pessimiste de la recherche publique. Donc, dès que j'ai soutenu, 3 jours après, je suis parti dans le privé. J'ai travaillé 3 ans comme collaborateur dans un petit opérateur télécom, puisqu'en 1996, quand je suis sorti, il y avait 180 opérateurs télécoms en France. D'accord. Donc ça recrutait beaucoup. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'ai créé ma première boîte en 99 qui s'appelle Sirpac. Alors donc tu avais quel âge ? 99, j'avais 28 ans. Donc voilà, doctorat à 24, 3 ans de collaborateur et puis première création d'entreprise donc avec une société d'unité. Je reviendrai sur le doctorat à 24 et tout ça, mais je te laisse me raconter qui tu es déjà. Création d'entreprise évidemment avec des idées et des concepts autour desquels j'avais tourné dans mon premier poste. Donc on a mis au point des centraux téléphoniques. D'accord. Un central téléphonique, c'est pareil, c'est du hardware. Enfin, c'est du hardware. En fait, moi, ce que j'ai toujours fait la même chose, en fait. Moi, j'ai vendu du logiciel emballé dans du hardware parce que c'est plus facile à vendre. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile de vendre finalement quelques dizaines d'euros un logiciel dès lors qu'il est emballé dans un objet matériel. C'est un peu pour ça que je fais du hardware. C'est toujours le cas ? Ah oui, c'est toujours le cas. C'est très amusant. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal d'acheter un mug 9 euros. Et pour piquer 9 euros à quelqu'un sur l'App Store, il faut vraiment avoir une super app. Or, un mug, c'est pas très compliqué à faire. Donc, on est quand même... c'est une bonne image, ouais. On a quand même une sous-valorisation chronique du logiciel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le donnent gratuitement. Gratuitement, qui vous font croire que le logiciel est gratuit... et qui vendent d'autres choses, et c'est en fait plus facile de vendre de la technologie et du logiciel sous forme d'un bien matériel que l'on trouve dans un magasin qu'on achète à un certain prix. Dans un mug, par exemple. Alors dans un mug, je sais pas si le mug était un bon candidat à la connexion à Internet. je voulais clarifier ça. Donc 99 création d'entreprise. Donc l'idée, c'est de faire de la téléphonie sur ADSL. Donc on est vraiment tout au début du triple play, des box, etc. Puisque le lancement de la Freebox c'est 2003, donc on est quelques années avant. Et donc on a mis au point des centraux téléphoniques de nouvelle génération qui permettent aux opérateurs de produire les parties téléphoniques des offres triple play. Donc une société... Alors je reviens sur ce que tu viens de dire, produire les parties téléphoniques des offres triple play, ça veut dire que tes clients ne sont pas, tu fais pas du B2C là, hein, non, je vends des centraux téléphoniques à des opérateurs télécoms. D'accord. Donc en France, notre plus gros client c'était Free, auquel on a vendu toute l'infrastructure pour faire les offres de la Freebox. Donc qui est sortie en août 2003. Toute la VoIP de Free. VoIP, c'est la voix on Internet Protocol. Voice over IP. Over IP, ouais. Voilà, alors c'est vrai que j'ai fait ça pendant 12 ans, donc en gros de 96 à 2008, j'ai fait du téléphone. Voilà, du téléphone, donc qui était du téléphone, ce que l'anglais appelait landline, hein, donc c'est du téléphone fixe de la maison qui passait pas par les lignes traditionnelles France Télécom, mais par Internet.
Et donc on a vendu cette technologie à Free et puis on l'a vendu à une centaine d'opérateurs dans 35 pays. Donc un assez gros business, très très profitable. Mais ça, tu le crées comment? Enfin, tout seul, t'as 28 ans, t'es doctorant Docteur. Docteur en Microélectronique. Tu sais. Alors en fait, t'as pas appris à faire de business. Alors non, mais d'abord j'ai travaillé 3 ans. Alors c'est vrai que je vois beaucoup. Aujourd'hui, c'est très à la mode de créer son entreprise directement en sortant de l'école. Moi, j'ai eu la chance pendant mes 3 années comme collaborateur d'avoir un patron exceptionnel qui s'appelle Pierre Prieux, qui est un gars d'une 60aine d'années aujourd'hui, qui a un groupe industriel très classique sur des thématiques construction mécanique, électronique, aéronautique, militaire, pétrole, enfin tu vois, des trucs pas du tout tech. Qui était donc le patron et le fondateur de cet opérateur télécom qu'il avait créé en 95, qui m'a appris à bosser. Il m'a appris à bosser, m'a appris énormément de choses, en particulier à trouver de l'argent pour financer des projets innovants. Et puis il m'a trouvé mon associé aussi. C'était pas forcément évident en 99. Enfin. Non, alors là c'était la croix et la bannière. Donc on a réussi à piquer l'équivalent de 3 millions d'euros à un Américain qui était l'un des fondateurs de MCI WorldCom. Elle est drôle, ta terminologie, je rebondis là-dessus, mais tu vois, tu disais piquer 9 euros à quelqu'un pour lui vendre un mug, la piquer de l'argent à quelqu'un qui a investi, qui a été bien heureux, tu lui as rien Alors volé. non, ça a été dramatique en fait. C'est vrai. En fait, donc on crée cette société en 99 avec un financement initial de 3 millions d'euros auprès donc d'un milliardaire américain, donc un des fondateurs de MCI WorldCom. Pierre. Attends, je recontextualise. T'as 28 ans, on est en 99, donc lever de l'argent, c'est pas aussi simple. Tu es. Alors 99, si c'est très simple, parce qu'on est en pleine folie Internet. D'accord. Donc tu as des gens comme ce monsieur qui avait gagné des milliards de dollars, des milliards. D'accord. Avec MCI WorldCom. D'accord. Et donc finalement, quand ils viennent en France et qu'ils font un petit investissement, 3 millions d'euros, c'est pocket money. Okay. Donc on a eu une petite période, 98-2001, dans laquelle c'était fou, et dans lequel l'argent coulait à flot. Alors souvent de l'argent virtuel ou du papier, mais là c'était du cash. Et donc Pierre m'aide à recruter mon associé, Jean-Pierre Dumolard, donc un gars beaucoup plus âgé que moi, HEC, qui avait travaillé, qui avait été DAF chez Matra Nortel, qui avait été directeur commercial chez Matra, et qui donc avait une idée de comment on allait vendre ces trucs-là aux opérateurs. Et donc on fait une équipe basée, très clair, une association. Moi je m'occupe du produit et de la technique. Jean-Pierre il s'occupe du business, du marketing et puis de l'administration générale. Donc super, on va dire subsidiarité, chacun son rôle. Et puis, donc pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, la société, alors il y a eu l'explosion de la bulle Internet, qui pour nous a été dramatique, puisque les opérateurs télécoms qui étaient nos clients ont annulé leurs commandes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus d'argent et que leurs actionnaires leur ont demandé de cesser d'investir. Donc on s'est retrouvé avec, entre septembre, l'été 2001 jusqu'à janvier 2002, toutes les semaines, on avait une annulation de commandes. Et donc, on s'est retrouvés, on a fait un plan social, donc ça a été très, très dur. Et à ce moment-là, notre actionnaire américain a eu peur qu'on parte au tapis. Alors là, nous aussi, on avait peur de partir au tapis, sauf que lui, il s'est méfié, il s'est dit, mais en fait, moi, j'ai une poche profonde. Si cette société fait faillite, finalement, on va venir me chercher, moi, la poche profonde en comblement de passif. Et puis j'ai peur parce que c'est la France et que évidemment c'est des dangereux communistes, donc ils vont venir me voler mon argent. Et donc plutôt que d'aller au dépôt de bilan, je préfère me débarrasser de mes actions pour 1 euro. Et donc Jean-Pierre et moi, on l'a racheté avec un mémorable chèque de 50 centimes chacun. Clairement, vraiment, t'as fait ce chèque de 50 centimes. On a fait un chèque de 50 centimes. Génial. Et on lui a racheté, je sais pas, il devait avoir... les valorisations étaient très basses à l'époque, il devait avoir 50 ou 60% du capital. Donc on lui a racheté 50 ou 60% du... C'est lui qui est venu vers vous qui vous a dit ça ? En gros, il a dit, maintenant vous fermez propre et de manière ordonnée, donc vous allez au tribunal de commerce, vous déposez le bilan parce que vous n'allez pas survivre, et surtout vous laissez pas de passif, parce que sinon on va venir me chercher. On lui a dit, écoute, on te propose autre chose.
C'est on te fait un chèque, on te débarrasse du problème, comme ça, voilà. Donc il nous a pas dit prenez mes actions. Hein. Il nous a dit fermez. On lui a dit écoute, on a une meilleure solution. Et donc, alors en effet, ça s'est pas forcément bien placé pour lui, quoi. Alors ça s'est pas bien passé pour lui, mais enfin c'était finalement son choix. Et alors je vais vous dire un truc, n'achetez jamais des actions 50 centimes d'euros. Ah, parce que la plus-value derrière, elle est... Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas la plus-value, c'est la qualification par l'administration fiscale de la plus-value. Puisque l'administration fiscale, alors on est rue de Saussure ici, donc je connais bien, parce qu'il y a la direction nationale des vérifications des situations personnelles. Tu sais qu'en plus, ce bureau même où tu es, qu'on a eu la chance de racheter il y a un peu plus de 2 ans, était un centre des impôts. Donc aujourd'hui, quand on va donner dans le quartier et que quelqu'un nous dit mais vous êtes où, vous êtes installé où, on dit au niveau du centre des impôts. Tout le monde sait exactement où est ce bureau. Voilà. Et donc il y a toujours un service central qui s'appelle la DNVSF, un peu plus loin dans la rue de Saussure, qui procède aux contrôles fiscaux des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. D'ailleurs, je les attends puisque j'en ai revendu une là, donc je pense qu'ils vont de nouveau arriver. Et peut-être qu'ils écoutent ce podcast, ce serait pas idiot. Et en fait, quand vous achetez des actions 50 centimes d'euros, l'administration considère que vous n'avez pas pris de risque et donc remet en cause l'équivalent de la flat tax en disant mais finalement c'est du salaire puisque t'as pas pris de risque, puisque t'as rien risqué. Donc ça a été un débat technique, fiscal compliqué pendant quelques années. Donc si je les avais achetés 5000, je pense que ça aurait rien changé. L'administration fiscale aurait pas pu opposer le fait que cette affaire était, comme ils disent, dénuée d'aléas. Aller en octobre 2001 racheter une boîte dans les télécoms, l'administration fiscale a qualifié ça de sans risque et dénué d'aléas, ce que je trouve rétrospectivement assez drôle. Du coup, cette boîte, tu l'as revendue? Alors, on l'a revendue en 2005 à Thomson. D'accord. Qui avait un gros business de box ADSL et qui finalement voyait le central téléphonique, la box ADSL et aussi des systèmes de vidéo à la demande qui faisaient comme les 3 piliers de leur offre à destination des opérateurs triple play. Donc j'ai vendu cette boîte à Thomson. Là, ça a été assez dramatique parce que on avait d'assez mauvais managers. Donc Jean-Pierre est parti très vite. Moi, je suis pas resté très longtemps. Oui, d'accord. Au-dessus, enfin, les gens qui ont repris la boîte, ça a été compliqué. Ouais, ils étaient vraiment pas bons. La revente là-dessus, en quelques mots, parce qu'on va venir sur plusieurs, mais comment elle se passe, je veux dire, c'est quand même assez vite. Tu parles de 99-2005, donc c'est 6 ans. Alors oui, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on avait la fusée aux fesses, parce que le jour où Free a lancé la box. Donc ils lancent leur offre de téléphonie, je me souviens très bien, fin août 2003. Et puis à partir du premier trimestre 2004, tous les opérateurs français voient leur prise de commande baisser et la croissance du parc d'abonnés se faire chez Free. Et donc tous les opérateurs français ont voulu lancer des offres de triple play. Et donc nous, ça faisait des années qu'on leur parlait en leur disant regarde, on sait faire. Et puis là, ils en ont eu besoin. Et alors on recevait les commandes par fax, ce qui fait rire aujourd'hui, mais on avait des fax avec des mecs, on avait des millions d'euros qui sortaient du fax. C'était un truc seul à le faire. On était 2. Il y avait une autre société avec Olivier Hersan qui s'appelait Netcentrex, qui avait été racheté par Comverse, donc les Israéliens, qui faisaient la même chose. Donc on était 2, eux ils avaient fait France Télécom et nous on a fait à peu près tous les autres. Donc on avait fait Free, Club Internet, Alice. Ce qui était intéressant dans cette époque, c'est que la France était, pour une question de structure de marché, un peu en avance là-dessus. Donc non. On a été très en avance. Ça tient à 2 choses. Ça tient à la structure tarifaire du dégroupage qui était favorable aux opérateurs alternatifs. Donc le cadre réglementaire leur était favorable, 1. Et deuxièmement, c'est l'impulsion de Xavier Niel et sa vision sur le triple play. Mais du coup, ça fait que sur le marché international, toi, tu étais en avance. Alors, en tout cas, tu avais des preuves, quoi. Ensuite, on a été bien. On a fait 35 pays derrière. La société existe. T'as vendu à Topnet? Non. Ça te dit rien? Non, parce que j'ai eu Mehdi Kemiri sur le podcast qui était le. On a vendu dans les DOM, on a vendu. On doit avoir. La société existe toujours d'ailleurs. Alors, elle est un peu. Puisque en fait, Technicolor l'a racheté. Enfin, Thomson l'a racheté. Ensuite, Thomson l'a planté en faisant n'importe quoi. Et ensuite, ils l'ont revendu. Donc, la société est passée à travers. Maintenant, ça fait
15 ans que je l'ai vendue. La société existe toujours. Bon, elle est un peu l'ombre d'elle-même, parce que voilà, elle a eu une vie mouvementée, mais la technologie existe toujours, et il y a toujours des gars de très grande qualité qui travaillent là-bas. Donc tu vends ça, tu as à peu près 33, 34 ans, quelque chose comme ça? Exact, 34. Ouais. Et c'est bien vendu? 82 millions, on l'a vendu. Alors, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Sachant que tu as racheté les parts, vous étiez quasiment actionnaires à tous les deux. On était assez peu dilués. Ouais. Oui, donc. Alors, on avait quand même levé. On avait, quand on avait racheté 1 euro, ensuite on avait levé. D'accord. Avec Iris Capital. Iris Capital qui m'ont accompagné ces 20 dernières années, puisque j'ai relevé avec eux ensuite pour Netatmo. Voilà. Alors ma question, j'hésite un peu évidemment sur mes questions parce que je voudrais aller savoir ce que ça fait à cet âge-là et comment tu gardes un peu la motivation et la foi pour la suite le choc que ça te fait j'imagine que ça te fait quand même un choc de gagner pas mal d'argent après avoir travaillé. Enfin, c'était quand même un plan. C'est-à-dire que ça faisait des années que je voulais monter des boîtes, que moi j'ai toujours voulu monter des boîtes, ou en tout cas je veux pas dire que j'ai eu de rêve de grandeur, j'ai jamais eu envie d'être riche et célèbre, mais j'ai toujours eu envie de monter des boîtes, et j'ai toujours eu envie d'avoir une autonomie et une indépendance financière qui me permettent de pas être emmerdé. En fait, j'ai une allergie assez forte à l'autorité. Et pour échapper à l'autorité, il faut avoir un certain confort matériel, et pour ça, il faut avoir un peu d'argent devant soi. Donc ça a vraiment été un plan construit. Maintenant, j'ai jamais eu de délire d'aller glander sur un yacht sur la Côte d'Azur. Pour moi, c'est dramatique. Donc voilà. Donc ça a énormément changé ma vie parce que ça a fait disparaître la notion de risque personnel. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un avant, un après. Je veux dire. Voilà, il y a un avant, un après qui nous permet, avec ma famille, de vivre confortablement. Je prends le train en seconde, tu vois. Pourquoi ? Pour élever mes enfants avec de bons réflexes. D'accord. Quand t'es pas avec tes enfants, tu le prends quand même. Ouais, je prends le train en seconde. En ce moment, je passe ma vie à faire des allers-retours par Limoges. On en reparlera après, mais je prends le train en seconde. Non, c'est une question de frugalité. Moi, je considère que la frugalité, c'est une qualité. Alors, faut pas être radin, hein. C'est pas. Moi, j'ai une belle maison à Neuilly. Voilà, je suis bien installé. J'ai une île en Bretagne, donc voilà, j'aime bien mon confort. Mais il y a une notion de frugalité. J'aime pas le gâchis. J'aime pas les trucs show-off. Je pense que c'est pas une manière d'élever ses enfants. Surtout, on donne de très mauvais réflexes. Et c'est une insulte à ceux qui peuvent pas le faire. Il y a un côté très dominateur à flasher son argent. Et donc, j'essaye d'éviter. Voilà. Donc, effectivement. C'est pas un retour. Je veux dire, t'as jamais craqué un moment. Non. Je suis hyper. Ma femme m'a vachement aidé à garder les pieds sur terre, parce que en 2008, on a vendu en 2005, je fais le service après-vente, je suis parti en 2008. En 2008, j'ai dit à la femme, bon, on change de vie, on fait un truc, on va aux US, on remonte un machin, etc. Elle a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, moi j'ai un boulot qui me plaît, j'ai absolument pas envie de changer de boulot. Et donc, elle a continué à bosser, voilà, sachant qu'on a été taxé pendant des années à 75% de son salaire. Donc, elle a vraiment bossé pour exister. Et par intérêt, et beaucoup plus que le sujet, c'est pas l'argent, en fait. C'est un problème existentiel. Je pense pas que les gens se battent pour l'argent. Les gens, ils se battent pour avoir une place dans la société. J'ai l'impression que y a peut-être un malentendu là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup se battent pour l'argent jusqu'à ce qu'ils en aient aussi. Je veux dire, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que dans certains échanges, on ne parle pas toujours à bâton rompu sur ce podcast, parce que certains veulent bien parler, d'autres moins, mais en tout cas, il semble assez clair que c'est pas l'argent qui a rendu heureux les personnes que je rencontre ici. Non, ça donne une liberté, ça donne une liberté exceptionnelle, et ensuite la pauvreté ou l'indigence, c'est quelque chose qui empêche de s'émanciper. Donc je suis très je dis pas ça sert à rien, machin, etc. C'est pas du tout mon propos. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit avoir tout d'un coup une vie excessive, parce que d'abord c'est une insulte, une fois de plus. Je trouve si on continue comme ça, on va finir avec la tête au bout d'une pique, hein. Donc c'est très important.
Mais effectivement, la pauvreté est une source empêche de s'émanciper. Alors, il y a là-dessus aussi du débat. Il y a des gens que je peux avoir reçus ici qui disent qu'ils ont réussi ou qu'ils se sont arrachés parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est un peu là où je venais sur ma première question, c'est de te dire, au-delà du fait tu fais pas ça pour l'argent, le fait de te relancer dans des aventures qui sont dures, je veux dire c'est dur, j'imagine que t'as pas chômé. Ça a été une fatalité. Donc une fois que t'as ta femme qui te dit écoute tu fais ce que tu veux mais voilà nos enfants ils sont scolarisés là, moi j'ai mon boulot, je continue à le faire tourner donc voilà. Donc en fait t'as deux solutions, c'est soit tu changes de femme et tu dis bon bah ok je vais monter un club de plongée à Papeete, soit tu dis bon bah ok bah, donc je vais rester là et alors qu'est-ce que je sais faire, bah je vais remonter une boîte. Et donc je suis reparti dans ma deuxième aventure WeThings complètement par hasard en disant bon bah il faut que je remonte une boîte comme quelqu'un qui se dit qu'il est je sais pas quoi salarié va chercher un poste va chercher un travail. Alors voilà. Si tu me permets, avant de revenir du coup sur cette aventure WeThings, qui est une société que je connais un peu plus, évidemment, et puis après Netatmo, on va revenir tout en arrière. Toi, t'es parisien, je crois. Oui. Et comment tu te retrouves à faire des études aussi poussées? Comment t'as... moi, j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai toujours été assez matheux. J'ai eu une espèce de rencontre avec l'informatique vers 13-14 ans. Oui. L'informatique qui à l'époque était quand même très austère. C'est-à-dire tu rentrais pas dans l'informatique par les jeux vidéo. Hein. Windows entre guillemets n'existait pas. Donc je suis rentré par l'Apple II. Donc voilà, donc c'était assez. Qui n'était pas connecté, hein. Mais c'était pas connecté. Oui, le Minitel, c'est 80. La généralisation du Minitel, c'est 86. Donc on était très. Oui, donc c'était très austère. Et donc tu rentres par la programmation quand c'est austère, parce que le seul truc que tu peux faire avec un ordinateur, bon une fois que tu as fait ta partie d'espèce de Tetris ou voilà, au bout t'es vite lassé, hein, et donc tu programmes. Donc je me suis mis à la programmation, et puis je me suis dit... Tu programmes quoi du coup après cette Tetris? Tu programmes des conneries parce que t'as 14 ans, donc t'essaies de programmer des jeux, t'essaies de programmer des petits trucs. C'était fantastiquement ingrat. Parce que t'as pas d'outils, parce que les pixels sont entrelacés, donc faire bouger un sprite sur l'écran, c'est un exploit, si tu veux. Moi, j'ai quelques souvenirs, c'était quelques années plus tard, mais de mon grand frère, qui est désormais mon associé, brillant tech ingé, voilà, qui en effet codait des jeux en 90 ou sur des PC avec des oiseaux, des albatros, qui devaient faire des trucs, et il y passait mais des jours et des jours et des jours et des jours pour avoir 3 pixels qui bougeaient, quoi. Donc c'était raide, et donc tu fais ça, et puis et en fait je me suis dit confusément, moi ce que j'ai recherché c'est l'émancipation, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver des sujets dans lesquels on peut bosser par soi-même, dans lesquels on peut bosser parce qu'on aime le boulot, et dans lequel on n'est pas tellement emmerdé, on va dire, par une espèce de système oppressant. Voilà. Donc l'informatique, ça m'a toujours semblé bien. La création d'entreprises, donc de manière à pouvoir être libre, en sortant de la dépendance économique. Tes parents sont entrepreneurs? Non, pas du tout. Mes deux parents sont médecins. Ma mère était médecin à la PHP. D'accord. Et mon père, il était médecin partout. Il était médecin à la cité universitaire. Il était médecin. Médecin divisionnaire pour la préfecture de police. Il était médecin partout. Et ils vous ont poussé, ils t'ont poussé, c'était un... Ni mon père, ni ma mère n'ont, entre guillemets, jamais poussé la porte d'une entreprise. Mais je veux dire, dans les études, t'étais vissé, serré à mort ou Non, non, oui, enfin... Non, j'étais pas, tu vois, c'est pas fils de prof avec toute la famille qui est tournée vers les études des enfants. Non, pas du tout. Je me faisais engueuler quand je ramenais des mauvaises notes, mais enfin,
Pas plus que ça. Donc non, moi j'ai vraiment trouvé, c'est vraiment l'ambition, et puis c'est aussi le fait de comprendre que l'informatique, ça nécessite d'être bon en maths, hein, parce que à partir du moment où tu commences à faire quelques problèmes, enfin à avoir des vrais problèmes informatiques que tu résous par les maths, tu dis mais en fait cet outil-là, c'est quand même vachement important. Et donc tu rentres dans un cercle. J'ai eu la chance d'avoir des bons profs, des mecs intelligents qui ont su me prendre et tout. Et voilà. Et donc être bon en maths, ça veut dire quoi? Ça se décide, non? C'est pas en avoir peur. Non, ce qui se décide, c'est d'être pas bon en maths. Je sais pas si ça se décide. Enfin, j'étais bon en maths. Enfin, tu vois, j'ai des copains qui ont été majors à la grecque. Eux, ils sont vraiment bons en maths. Donc, voilà, j'étais pas bon en maths comme peuvent l'être. Tu vois, je suis pas Cédric Villani, quoi. Soyons très modestes avec ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu faire une prépa et passer les concours. J'étais suffisamment bon en maths pour ça, sans trop de souffrance. D'accord. Et donc tu pousses les études un peu loin quand même. Ouais, mais alors je sais pas, ça va assez vite parce que j'avais 1 an d'avance. Je fais que 2 ans de prépa. Ensuite, mon école d'ingé, toc, ça enchaîne. Et à la sortie de mon école d'ingé, je suis quand même encore vachement jeune. Et ton école d'ingé, donc Supélec, hein, non, Télécom Paris, excuse-moi. Télécom Paris, qui est une très bonne école. C'est quoi dans les années, on est dans les années 90. C'est quoi à cette époque-là? C'est quand même un autre âge, entre guillemets. Moi, je suis rentré dans l'administration des PTT. Hein. C'est-à-dire que à l'époque où je suis rentré, Télécom Paris Tech était un service d'une administration qui était celle des Postes et Télécoms. Donc c'était une boutique qui travaillait pour France Télécom, donc pour Orange. Alors en fait, ce qui était très très bien, c'est que très très vite tu comprenais que toi, si tu avais fait que Télécom et que tu n'étais pas X Télécom, de toute façon tu n'aurais jamais un poste intéressant chez France Télécom. Parce qu'il fallait être dans le corps. Donc autrement dit, ils étaient sympas de te former, parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre, mais en fait, dès le début, si t'étais pas trop bête, t'avais compris que tu ferais pas ta carrière chez eux. Donc ça, c'était bien. Et puis c'était une très très bonne école. On n'était pas très éloigné du CNET. C'était quand même une époque où France Télécom, d'un point de vue scientifique, était rayonnant. Il y avait le groupe spécial mobile, hein, le GSM, il y avait l'Agnon, il y avait le CNET, donc il y avait quand même une masse de chercheurs, voilà, c'était une entreprise qui était rayonnante d'un point de vue technologique et scientifique. Et toi, tu t'y projetais pas du coup? Ah non, France Télécom jamais. De toute façon, on te l'explique, t'es pas polytechnicien, tu feras pas carrière, va-t'en. Et puis donc voilà. Puis c'était l'administration. Et donc tu finis ton doctorat et tu me dis tout à l'heure que tu avais une vision pessimiste de la recherche publique. Alors moi je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'étais à la fac de Jussieu, il fallait pousser les clochards pour accéder au labo. C'était quand même le ménage n'était pas fait parce qu'il y avait de l'amiante, donc on était quand même dans une assez grande indigence. Et puis ce qui m'a frappé aussi, j'avais un super directeur de thèse, un assez bon labo. Avec des gars très brillants, c'était très intéressant d'un point de vue scientifique, c'était super. Ta thèse, c'était quoi? C'était sur les architectures, des architectures parallèles. Donc c'était dans les années 90, on avait des problèmes théoriques sur comment est-ce qu'on fait bosser plusieurs processeurs, tu vois, dans une même machine. Alors aujourd'hui, c'est évident, on dit on a 4 cœurs, 8 cœurs, tu sais, dans son téléphone, mais en fait dans les années 90, on se posait encore des questions des architectures de semi-conducteurs pour faire ça. Il y avait différentes pistes technologiques, dont celle des transmuteurs sur lequel j'ai travaillé, qui était un cul-de-sac technologique, voilà. Mais j'ai fait ma thèse là-dessus et j'ai apporté ma petite pierre, ma petite contribution à la science et à la technologie. C'est un bon souvenir, ça? La thèse, en fait, c'est là que j'ai appris mon métier. C'est-à-dire que j'ai appris à avoir une démarche plus scientifique que technologique. Télécom Paris, c'est une excellente école technologique, tu sors, tu sais faire plein de trucs. Tu es directement opérationnel, comme ça tu peux être le grouillot des X, je reviens là-dessus. C'est vachement bien. En thèse, on te file un problème qui n'a pas été résolu, tu as une page blanche, et on te dit débrouille-toi pour trouver quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait pour résoudre ce problème qui n'a jamais été résolu. Donc t'es pas, on va dire, dans la énième déclinaison technologique d'un problème qui a déjà été résolu, t'es face à un problème qui n'a pas été résolu. Et je crois vraiment à l'enseignement par la recherche. Alors, c'est pas très développé chez nous. Les Américains travaillent énormément comme ça, hein, l'enseignement par la recherche, les Allemands aussi. Et j'y crois vraiment. Et moi, c'est là, en fait,
paradoxalement, c'est à l'université que j'ai appris mon métier d'ingénieur. En tout cas, en disant bon ben voilà, t'as un problème qui est ouvert, il faut le fermer, il faut arriver, il faut finir le projet. Finir le projet, c'est remettre son manuscrit de thèse, que le jury soit satisfait du manuscrit de thèse et le soutenir. Et c'est fini, tu livres. Voilà, sur un problème où quand on te l'a filé, c'est un peu à toi de le définir. Tu savais pas très bien ce qu'il fallait faire. Donc ça a quand même été une école. C'est dur de faire un doctorat. J'imagine, oui. Je connais pas hyper bien ce milieu, même si je connais un certain nombre de docteurs dans différents univers. On a travaillé un peu avec le CNRS pour qui on a fait toute une strate digitale et voilà avec Cosa Vostra. Mais j'ai l'impression, alors depuis quelques années, que quand je lis des publications américaines ou qu'en fait aux États-Unis, ils trouvent que leur système de recherche est alors il doit être plus confortable, mais pas très bien, pas très efficace, et que ils regardent un peu la France de temps en temps avec ça, et que l'inverse est totalement vrai aussi. Bah les modes de financement sont complètement différents. Le problème, enfin moi je connais mal ces sujets-là, donc je parle très très modestement. D'accord. Je suis pas dans la recherche académique, mais aux États-Unis, on finance des projets. C'est-à-dire, on dit, il y a un gars, il arrive, il dit voilà, moi je vais chercher pendant 5 ans sur ce sujet-là. Il va avoir la National Science Foundation et on lui file du pognon pendant 5 ans pour chercher sur un sujet, ou pendant 15 ans s'il veut faire un télescope ou que sais-je. En France, on pourvoit des postes. C'est-à-dire, il y a un gars, on lui dit, on va te donner le statut de, je sais pas quoi, chargé de recherche CNRS de 2e classe de machin de truc. Et puis ensuite, tu cherches tes sujets. Donc autrement dit, nous on construit une infrastructure fixe avec des salaires, avec des gars qui sont dans des postes, qui ensuite entre guillemets se cherchent des projets. Les Américains, ils mettent le truc dans l'autre sens. Il faut bien comprendre que les Américains mettent énormément d'argent public dans la recherche, énormément d'argent public dans la recherche. C'est juste la manière d'attraper le problème qui est différente. Un professeur américain, son boulot, c'est de convaincre la National Science Foundation de financer ses recherches. Alors il y a des chercheurs exceptionnels en France qui sont très sécurisés par leur statut, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, quand ils ont une difficulté, quand ils ont un sujet qui marche pas, quand ils se font refuser 3 fois leur publication, leurs thésards sont partis, son machin, qui, comme ils ont un poste, parfois peuvent être tentés de se vautrer dans la facilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça construit un système, moi c'est ce que j'ai vu à l'université, dans lequel les conflits sont jamais tranchés, en fait. C'est comme tout le monde a un poste, les gens vivent avec leurs conflits, tu vois. C'est un peu ce qui caractérise de ma petite expérience l'administration. Quel est le plus gros... j'évite un peu les anglicismes, mais celui-là, je sais pas, je vais pas trouver le plus gros... unfair advantage, l'avantage injuste entre guillemets que tu as quand tu es docteur, quand tu as fait de la recherche comme ça et que tu arrives dans le privé et créateur d'entreprise. Rien, t'as pas tellement d'avantages. C'est un peu bon. L'image de la recherche s'est améliorée. Aujourd'hui, faire un doctorat après un diplôme d'ingénieur, c'est plus tellement une surprise ou étonnant, mais à l'époque c'était peut-être voire même un peu mal vu. C'était vraiment des mondes qui étaient étanches. L'entreprise et l'université dans les années 90, c'est des mondes étanches. Les lois Allègre sont passées et ont quand même considérablement amélioré la situation. Donc là, aujourd'hui, on a des mondes de la recherche et de l'entreprise qui sont beaucoup plus proches. D'accord. À l'époque, c'était vraiment Vénus et Mars. Et Claude Allègre a énormément fait d'ailleurs pour ça. Ça a été des réformes remarquables. Et donc du coup, pour repartir un peu de l'avant, tu te disais déjà quand même, en faisant ton doctorat, que tu allais être chef d'entreprise. Ah oui. Alors en fait, j'avais pendant mes études, pour financer, parce que le doctorat, le problème c'est que tu es quand même moins bien payé que si tu es allé bosser chez France Télécom pour les X. Et donc, je finançais ma thèse avec un commerce de PC. D'accord. Donc là, c'était vraiment du négoce. Alors c'était l'époque où quand t'achetais un PC, t'étais pas sûr que Linux allait marcher dessus.
Voilà, parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité. J'en ai eu quelques-uns. Il y a Fabrice Grinda, hein. Je sais pas si tu le connais, Fabrice Grinda, qui vendait des PC qui aussi. vendait des PC aussi et qui avait créé un négoce à Princeton, lui en l'occurrence. Mais et donc là, c'était en tu fait. les construisais? Comment c'était? Alors, t'allais dans les entrepôts des importateurs chinois là autour d'Orly. T'allais chercher des morceaux que tu choisissais avec grande attention pour être sûr que tu avais les drivers sous Linux. Hein. C'était ça finalement la difficulté. Ensuite, tu assemblais les PC chez toi. À l'époque, il y avait... Alors, aujourd'hui, un PC, c'était beaucoup plus compliqué. À l'époque, il y avait beaucoup plus de pièces, donc ça nécessitait plus de main-d'œuvre. Tu les testais et puis tu les vendais. Donc, c'était un bon business. Moi, j'ai financé mes études comme ça. Voilà, c'est ce qui mettait un peu de beurre dans les études. T'étais tout seul à faire ça? Alors, j'étais, oui, tout seul à faire ça. J'ai essayé de m'associer, mais ça n'a pas marché. Et donc, ensuite, je me faisais aider. C'est-à-dire, tu vois... J'avais d'autres doctorants de l'université qui avaient besoin de gagner quelques centaines d'euros, qui venaient faire des journées de montage avec moi le week-end. Et ça payait bien, ça? Ouais, non, ça payait bien. Ouais. Ça a fait l'écart entre un salaire d'ingénieur et une indemnité de doctorant. D'accord. Donc tu passais ta vie à bosser, quoi? Oui. Oui. Très bien. Si je reviens du coup, presque 10 ans plus tard, un peu plus, en 2008. Donc 2008, faut remonter une boîte. Alors j'avais croisé Eric Carrel chez Thomson, puisqu'on avait tous les deux vendu nos boîtes à Thomson. On avait une très grande similarité de vue sur les défauts de l'organisation de Thomson. Voilà, en tout cas suffisamment pour penser qu'on avait la même vision de la création d'entreprise, et donc on a créé WeThings ensemble. Avec quelle thèse de départ? Donc la thèse de départ, c'est Internet mange le monde. Internet a mangé des tas de business. L'iPod était sorti au début des années 2000, ouais. Donc l'Internet était en train de manger la musique. Il avait mangé le téléphone, ça j'étais bien placé pour en parler. Il avait mangé la vidéo, puisqu'on commençait à avoir la vidéo à la demande, etc. Et donc maintenant, il rentre dans les maisons, il commence à y avoir du Wi-Fi. Donc finalement, on va connecter tous les objets ordinaires. Donc voilà, d'où le nom WeThings, les objets connectés, hein, finalement, Wi-Fi, Things, tu vois. Donc c'est ça l'idée. Et donc là, on fait une petite analyse. Quel est un bon candidat à la connexion? Je crois qu'on avait déjà dû avoir l'idée du thermostat à l'époque. Et on se dit, on va faire le PES-Person. Pourquoi? Parce qu'à la fois, c'est un objet qui n'est pas très compliqué à faire. Tu vois, la fonction PES-Person n'est pas très compliquée à faire. Même si on s'est beaucoup compliqué la vie, c'est pas très compliqué. Et on va la connecter parce que de faire sa courbe de poids, ça permet de voir l'évolution de sa forme, et donc c'est une valeur ajoutée. Et donc on est parti. Je pense que je me souviens plus très bien quels étaient les autres. Je pense, moi, j'avais déjà dû mettre le thermostat sur la table. On avait déjà dû mettre les alarmes connectées sur la table. Donc on aurait pu. Vous étiez sur plusieurs produits, oui. C'était dès le début. Hein, dès le début, finalement, cette boîte, elle est partie. Tu racontes évidemment toujours l'histoire autrement a posteriori. A posteriori, tu dis oui, j'ai une vision. C'est la santé connectée, etc. Mais c'est pas vrai. En fait, cette vision, elle est apparue en avançant. C'est l'enfer, votre truc. L'enfer, le PES-Person. Non, mais moi, on m'a offert ça. C'est... Quand on t'offre un PES-Person, ouais, il y a une période où... donc, si tu veux, on a pris des leçons. Alors, moi, j'ai pris des leçons de marketing, mais j'en ai... Non, mais je dis ça, c'est avec beaucoup de sympathie. Et voilà, j'adore ce mais je pensais pas que ça s'offrirait, effectivement. Ouais. Mais en fait, si, ça s'offre. Ouais, ce qui est quand même... Alors, je l'ai offert à ma belle-mère, elle l'a mal pris quand même. Hein, voilà, c'est ça. Je pense que tu l'offres pas aux filles. Ouais. J'avais pas cette notion. J'ai manqué de tact sur ce... En fait, il n'a pas de pile d'ailleurs, il n'a jamais servi, je crois. On a appris plein de trucs. Moi, j'ai appris à faire du marketing grand public, parce que j'en avais jamais fait. Alors bon, ça n'a jamais été une très grande force, d'ailleurs, le marketing de Netatmo, par la suite, mais je pense que quand on a fait ce produit, on était persuadé qu'on le vendrait aux filles qui feraient des régimes. Et en fait, on l'a vendu aux mecs qui préparent des marathons. C'est exactement la démarche dans laquelle je l'ai eu. Ouais, voilà, donc, donc ça, on l'a découvert. Heureusement qu'on l'a pas fait rose, sinon on n'en aurait pas vendu. Hein. Mais en effet, alors c'était quelques années après. On va revenir sur comment tu crées tout ça avec
Eric. Mais en effet, alors j'ai eu la balance, puis après on m'a offert, j'ai dit j'ai beaucoup de cadeaux, hein, mais les bracelets connectés. Alors là, moi j'étais déjà parti au moment des bracelets. Ouais. Qu'ont pas mal changé ma vie d'ailleurs, hein, je dois dire, enfin sur le sommeil, sur pas mal de choses, je trouvais ça assez impressionnant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution à venir sur tout ça. Oui, tu as eu finalement un épisode assez court chez WeThings. Je suis resté 3 ans, donc de mai 2008 c'est ça, au premier trimestre 2011. Sachant que on parle de... Alors tout à l'heure j'ai utilisé ce mot hardware, hein, donc hardware par opposition à software, donc on est sur du hard, donc du dur, donc des objets, hein, comme un ordinateur, comme un téléphone, comme voilà. Le hardware, c'est quand même quelque chose que tu sors pas en 4 mois, quoi. Non, on a mis... alors à l'époque, les métriques, on a monté la boîte en mai 2008, on a sorti le produit en juillet 2009. Donc quand tu as une bonne équipe qui sait faire... Ouais, quand tu as une bonne équipe qui sait faire... bon, Eric avait déjà sorti de la méca, donc Eric Carrel, il avait déjà fait de la méca. Donc il connaissait le process sur les parties méca. Moi, j'avais déjà sorti du logiciel, et des logiciels beaucoup plus compliqués qu'un PC personne connectée à Internet, parce que le téléphone, les centraux, c'était quand même très très compliqué. Donc, je savais sortir du soft. Donc, voilà, on a une équipe quand même expérimentée, avec de gens qui l'avaient déjà fait, des gens comme d'habitude. Enfin, là, on n'en a pas parlé, mais parce qu'on parle de moi, mais c'est le sujet fondamental de la réussite d'une entreprise, c'est la qualité des gens qui la composent. Donc, on avait des gens super forts. Vous étiez combien sur ta première structure? Il fallait... bon, de toute façon, là, tout ça, c'est exactement pareil chez WeThings ou chez Netatmo. Il faut 10-15 personnes il fallait à l'époque, je dirais 2 millions d'euros et 10-15 personnes pour lancer un objet connecté. 10-15 parce qu'il t'en faut voilà, un à la méca, 2-3 pour faire les apps, 2-3 pour faire le soft embarqué, 2-3 pour faire le cloud. Voilà, donc ça fait une dizaine de personnes, et puis ensuite 15 parce que il faut des gens pour réfléchir au marketing, pour réfléchir aux produits, pour réfléchir à l'ergonomie. Donc il fallait 15 personnes, 2 millions d'euros. Ça, c'était pour faire les objets entre guillemets faciles, type station météo. Maintenant, aujourd'hui, tous ces objets-là, ils sont faits. Donc il faut probablement beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'argent pour pouvoir se lancer là-dedans. Tu dis c'est les personnes qui font la différence, mais comment tu les trouves? Comment tu les motives? Pourquoi elles viennent chez toi? Parce que tu les payes cher? Alors non, alors je sais pas. On les paye. Nous, la politique salariale, moi je paye les gens au prix du marché basé sur les faits. C'est-à-dire si le marché il dit qu'un gars qui a 10 ans d'expérience, machin ceci, il faut le payer tant, moi je le paye tant, ni plus ni moins. Ni plus parce que sinon tu sélectionnes des gens uniquement sur le salaire, et ni moins parce que c'est pas parce que t'es sympa qu'il faudrait qu'ils aient une vie moins confortable. Donc on les paye au prix du marché. Et ensuite, les gens y participent au succès en ayant des BSPCE. Donc moi, dans toutes mes entreprises, tous les salariés ont toujours eu des BSPCE. Alors des BSPCE, je le rappelle, hein, ce sont des actions que soit tu donnes, soit tu vends à un prix généralement négocié, hein, donc qui est pas forcément le prix de la valorisation actuelle, mais qui peut être figé, soit le prix nominal, soit différentes. Voilà, alors c'est surtout, alors tout ça c'est très encadré par ceux qui nous gouvernent, mais globalement on donne aux salariés le droit d'acheter plus tard, s'ils le souhaitent, des actions à un prix convenu, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'argent à mettre. Et que s'il y a un accroissement de valeur, ils encaissent l'accroissement de valeur. Et donc tu recrutes des gens. En termes de salaire, tu me dirais quelle est la poche de BSPCE que tu mets dans quel pourcentage de l'entreprise? 7 à 10. 7 à 10% de l'entreprise. Ouais. Alors évidemment, le problème c'est c'est 7 à 10 sur le cycle au complet. Donc au début, l'erreur du débutant, c'est de donner 5% la première année. Donc il faut y aller tout doucement au début. Parce que sur un cycle complet, on va dire de 8-10 ans, il faut que tu, à la fin, t'aies donné 7 à 10%. Donc, et il faut que tu en gardes pour les profils dont tu auras besoin. Tu vois, c'est un directeur commercial de qualité quand ta boîte a 5 ans, etc. Et bon, ça s'attire pas avec du gros sel. Donc, tu donnes aux gens un salaire de marché et tu leur donnes des BSPCE pour qu'ils aient des perspectives. Et ensuite, bon, ça c'est facile. Ensuite, tu leur donnes le pouvoir, tu leur donnes de l'autonomie,
tu leur donnes de la liberté et tu les aides à faire leur boulot. Donc à chaque fois que j'ai créé une boîte, j'ai passé un temps infini à recruter des gens, à les convaincre, et ensuite pour qu'ils fassent à ma place. Et voilà. Et aujourd'hui, la plupart d'ailleurs sont toujours chez Netatmo. Donc on a des gens exceptionnels que j'ai vu grandir, qui prennent des responsabilités, qui sont complètement autonomes. C'est génial. Avant de venir sur Netatmo et le constat de base et pourquoi tu crées ça, en quelques mots, WeThings, quand tu lances le produit en juillet 2009, tout le marché n'attend pas un PES-Personne connecté. C'est un carton immédiat. Non, ça marche bien tout de suite, effectivement. On trouve assez rapidement notre clientèle de mecs qui préparent le marathon, donc ça c'est parfait. Donc ça permet à la boîte très très vite de flotter, d'équilibrer ses dépenses. Donc ça, vous êtes autofinancé? Non, Iris déjà non, on avait mis Eric et moi, on avait mis 2 millions pour seeder la boîte, et quand on a commencé à faire un peu de chiffre d'affaires, on avait levé de mémoire 3. D'accord. Voilà. Parce que le hardware, tu as un problème de BFR. Tu as un besoin de fonds de roulement, donc tu es obligé, tu payes les Chinois quand ils fabriquent, je sais pas quand, au mois d'octobre, et puis toi, tu es payé par la Fnac et Darty au mois de janvier quand ils les ont vendus à Noël. Et donc, entre-temps, il faut sortir l'argent. Et donc, vous grossissez sur le PES-Personne. Toi, quand tu y es, vous lancez d'autres produits? Moi, je suis parti juste avant le lancement du tensiomètre. D'accord. Voilà, qui est un produit dont j'ai fait la R&D, qui était un super produit. Très bien. Tu pars pourquoi? Je pars pourquoi? Je pars parce que je m'entends pas avec Eric Carrel. D'accord. Pour toutes sortes de raisons. Les raisons les plus fondamentales, c'est la subsidiarité et la problématique de confiance. Donc, moi, la manière dont je gère mes boîtes, c'est toujours la même chose. Les gens, je leur délègue des responsabilités et ensuite, je les aide à faire leur boulot. Alors, s'ils n'y arrivent pas, tu peux te poser des questions, mais si tu as bien choisi les gars, si tu t'es bien assuré de leur qualité, de leur motivation, ensuite, il faut évidemment leur déléguer les responsabilités. Et surtout, je ne suis pas de compétences universelles. C'est-à-dire que je ne me promène pas dans mon organisation en saisissant les sujets de manière imprévisible quand j'ai envie de m'en saisir et en dépossédant les gens auxquels je l'ai délégué. Et je pense que c'est super important pour que les gens soient heureux au boulot et qu'ils puissent s'épanouir. Donc c'est voilà. Donc on n'avait pas forcément les mêmes manières de bosser. Donc je suis parti pour recréer exactement la même chose. Soyons clairs, qui s'appelle Netatmo. C'était une des questions qui allait venir, évidemment. Pardon, pour finir sur ce départ, vous partez en relativement mauvais termes ou... Je sais pas, faut lui demander. D'accord. Et du coup, tu vends tes actions, tu les gardes? Comment ça se passe? Je les garde un peu, je les garde quelques mois jusqu'à ce qu'on trouve un prix. En fait. D'accord. Voilà. Très bien. Et t'as pas de clause de, je sais pas, j'imagine que c'est pareil dans le prix, négocier, etc. Tu fais ce que tu veux après. L'esclavage a été aboli, ouais. Donc on fait ce qu'on veut. Non, après de temps en temps, certaines personnes signent des choses qui font qu'ils n'ont pas le droit. Oui, mais il faut qu'il y ait des contreparties quand tu prends des engagements. Donc je ne sais pas très bien qu'elles auraient pu être. Alors c'était Netatmo, donc tu es toujours évidemment dans l'objet connecté. Mais qui n'est pas du tout le même. Tu es plus dans un univers pour la maison plutôt que pour la personne. Si je dirais au début, si tu regardes l'histoire, aujourd'hui évidemment c'est très clair. WeThings c'est une boîte formée santé. Netatmo maintenant c'est une filiale du groupe Legrand, donc on fait de la maison connectée. Bon, à l'époque c'est évidemment un peu moins clair. Puisque d'abord WeThings faisait toujours des caméras, des produits pour la maison, et puis voilà, Netatmo c'était moins clair. Mais globalement on se dit oui, c'est plus la maison. Moi j'ai toujours voulu faire un thermostat. Il fallait attendre le bon moment sur le marché, donc il y avait le chauffage, il y avait les caméras de sécurité qui étaient déjà des produits que j'avais envie de faire, où je pensais qu'il y avait énormément d'innovation à apporter. Donc c'est la maison connectée Netatmo, en tout cas c'est ça au départ. Et tu pars quand même, tu as une forme de réaction à ton départ ou juste c'est une continuité? Sauf que il y a plusieurs conséquences. D'abord, tu te fais priver de ton succès.
Parce que WeThings, c'est mon succès. J'ai mis 3 ans de ma vie, j'ai sorti le produit. Enfin, je veux dire, je me suis battu, j'ai apporté énormément à cette entreprise. Tu te fais priver de ton succès, donc ça, c'est pénible. Tu repars à zéro, sans crédibilité, alors qu'avant, tu avais un embryon de marque, à reconstituer une équipe auquel tu dois expliquer pourquoi tu es parti, ce qui est pas simple. Donc c'est pas mal de boulot. Et finalement, et tout ça pour avoir le droit 2-3 ans plus tard de refaire exactement. Enfin, tu vois, tu rembobines le film et tu refais ce que tu as déjà fait. Pendant longtemps, j'ai eu peur que ce soit trop tard. Tu vois, par rapport à la dynamique du marché. Donc je me suis dit, et en fait non. Il y avait le temps de le faire 2 fois. Voilà. Netatmo, donc quel mois tu dis on est quel mois mai 2011. Mai 2011, premier produit du coup août 2012, tu vois. D'accord, donc tu es toujours dans un mois, un an et quelques mois. Ouais. Quoi. Boum. Et donc ton premier produit, c'est le thermostat ? Station météo. Ah, station météo. Alors station météo plus que thermostat pour 2 raisons. Parce qu'un thermostat, globalement, t'as un peu peur. Tu te dis, mais si ton truc il marche pas, la chaudière, on va avoir froid, tu vois. Donc tu peux avoir ta femme ou tes enfants qui vont grogner, dire au secours. Donc t'as besoin d'avoir une vague confiance dans la marque avant de poser un thermostat. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas fait en premier. Station météo, c'était un peu comme le pèse-personne. C'est des produits de très grande consommation qui sont en général assez mal faits. Tu vois, le reste de l'industrie les fait mal. Donc, tu as l'occasion de venir redéfinir le haut de gamme, de faire ça bien, un bel accessoire de téléphone portable. C'est vraiment super. Alors ça, cette fois-ci, c'est moi qu'on a offert. Je te le disais tout à l'heure en parlant avant ce podcast. Et en particulier à mes parents qui sont en Corse. Et avec donc il y a un pluviomètre, il y a un anémomètre. Merci, tu t'as vu que j'allais galérer à trouver le mot, tu m'as sauvé. L'anémomètre pour mesurer le vent. Tu as l'ensoleillement ? Non. Non, c'est pas très. Non, t'as pas l'ensoleillement parce que c'est une donnée où l'ensoleillement de ton jardin est pas très pertinent par rapport à l'ensoleillement global. Donc c'est principalement extérieur, mais il y a aussi des éléments il y a des éléments intérieurs où tu peux mesurer la qualité de l'air chez toi, la température, l'humidité. Donc un produit qu'on a très bien réalisé. Et c'est quoi l'ordre de chiffre d'affaires, je sais pas, ta croissance les premières années sur Netatmo ? En fait, c'est des produits avec lesquels tu arrives à flotter assez rapidement. Flotter, c'est être rentable. Flotter, c'est être rentable, c'est-à-dire c'est du moment où tu dis peut-être je vais aller lever de l'argent pour accélérer la croissance, mais je vais pas lever de l'argent parce que j'ai des pertes d'exploitation. Donc de ce point de vue-là. Mais ça a l'air facile quand tu le dis, mais. Non, mais c'est un cauchemar. Sortir un produit. Alors c'est vrai que il y a qu'à regarder dans les startups d'objets connectés qui a réussi et qui est mort. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi. Alors bon, quand tu sais faire, nous on a sorti, je sais pas, une vingtaine de produits. Donc quand tu sais faire, tu dis, voilà, mais c'est compliqué. Il faut fabriquer. D'abord, il faut faire un beau design. En fait, c'est exactement comme faire un film. Pour moi, un objet connecté, c'est comme un film. Qu'est-ce qui fait que je sais pas ce qui fait un grand film ou un bon film. En tout cas, je sais ce qui fait un mauvais film. Si tu n'as pas une affiche sympa. Si tu n'as pas des premiers rôles sympas, si tu n'as pas un scénario sympa, si tu n'as pas une belle musique, si à un moment dans l'image tu vois le perchiste ou si tu as un effet spécial qui est ridicule, si tu rates l'une des 15 ou 20 choses qui font que un film est bon, et ben en fait le gars il sort de la salle en disant c'est un nanar ce truc. Et en fait la magie est tombée. Un objet connecté c'est pareil. Tout doit être impeccable et c'est pas un produit que tu peux faire à 90 ou 95 ou 98%. Si le truc il tient pas sur la table, si ton connecteur il est difficile à enfoncer, si ton transfo il a pas exactement la même couleur que câble, qu'il a pas exactement la même couleur que tes plastiques, ben le gars quand il déballe il dit ce truc est moche et t'en vends pas un. Et donc, tu vois, tu fais un soft en SaaS, si tu as un bug, t'es pas mort. Tu peux faire 98%. Dans les objets connectés, tu es obligé de faire 100%. Et est-ce que tu as parce que pour ceux qui auraient l'ambition, en tout cas, de lancer des objets comme ça, est-ce que tu as quelques petites
justement choses qui ont fait la différence spécifiquement chez toi, des petites recommandations Il faut en fait ce qui compte, c'est la préparation, c'est-à-dire donc il faut être capable de monter une équipe multidisciplinaire. Donc avec il faut savoir faire du design, de la méca, de l'élec. Donc ça, il faut déjà trouver tous les gens qui savent le faire au juste niveau, qui l'ont déjà fait. La mécanique, juste la méca, ce que tu avais de la méca, donc c'est ce sur quoi je suis probablement le moins familier. C'est donc tous les éléments qui font que une personne pèse. Oui, voilà. Tu vois, tu as des pièces plastiques, tu as des moules, tu as de l'injection. Donc tu vas chercher des ingénieurs aux arts et métiers. Tu dessines les pièces avec SolidWorks, tu choisis les matériaux, et puis ensuite ça casse, et puis ensuite tu refais la conception de tes pièces pour que ça casse pas. Enfin, faut la faire, la méca. Et tu fais un prototype en France ? Non. Tu vas faire des impressions 3D pour tester tes formes, tu vas faire des prototypes d'aspect, mais nous on a directement toujours industrialisé en Chine. D'accord. Parce que tu peux pas faire un prototype, tu vois, quand tu as des pièces plastiques, en fait, faire un prototype dans une usine qui est pas l'usine finale, c'est quand même vachement de la perte de temps. Donc tu vas faire une maquette d'aspect, tu vas prendre finalement un artiste ou un artisan et tu vas lui demander de faire en plâtre ou tu vois, avec des matériaux comme ça pour bien que tu comprennes la forme et le ressenti. Et puis une fois que c'est bon, tu vas chercher tes fournisseurs. Tu y vas physiquement à chaque fois? On a moi j'ai des équipes qui font que ça, qui vont courir le fond de la Chine pour trouver un gars sur la station météo. Il a fallu qu'on trouve un gars qui extrue de l'aluminium. Il a fallu qu'on trouve un gars qui anodise l'aluminium. Il a fallu qu'on trouve un gars qui découpe l'aluminium. C'était un cauchemar. C'est que des gens différents à chaque fois. Donc la Chine, il y a plusieurs catégories mais principalement c'est une ville avec des sous-traitants hyper spécialisés. Shenzhen ou Dongguan, dans cette région-là. Ensuite, tu peux avoir des gens un peu plus intégrés. Mais les gens plus intégrés, les grands Foxconn, etc., globalement, tu n'y as pas accès. Quand tu arrives avec ton objet connecté, ton Kickstarter et la gueule enfarinée, les gars, ils te parlent pas. Mais en effet, c'est exactement, c'est marrant que tu mentionnes ça, Kickstarter, ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le piège d'un énorme nombre de Kickstarter, c'est d'avoir de gens qui ont, donc sur cette plateforme qui est de financement participatif, d'avoir vendu une idée sur le papier et finalement d'avoir vraiment jamais réussi à la sortir derrière. C'est que de l'exécution. Et quand tu l'as jamais fait, c'est dur. Il y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle The Fire Festival. Je sais pas si tu l'as vu, je t'invite à le regarder. Quand tu n'as jamais fait un festival, c'est difficile à produire. Tu vois, quand t'as jamais regarde Elon Musk qui essaie de fabriquer des bagnoles alors qu'il en avait jamais fait, c'est un cauchemar. Donc quand bien même t'es financé, quand bien même tu crées pas un tissu industriel, un savoir-faire industriel de zéro comme ça overnight. C'est énormément de travail, c'est très ingrat. Et moi je reviens là-dessus, c'est vraiment la qualité du personnel. On a trouvé des gars géniaux pour faire nos apps, des gars géniaux pour faire l'embarqué. On leur a donné du temps, des moyens, des gars géniaux pour faire la méca, enfin tous les corps de métier de l'entreprise. On leur a donné du temps, des moyens. On a été sympa. On les a fait bosser ensemble avec des chefs produits qui coordonnaient le spectacle pour que finalement, tu vois, le déballage, l'objet, l'app, tout ça, le manuel, tout soit nickel, tout est les mêmes mots. Et puis on a réussi. Et aujourd'hui, c'est des équipes qui sont hyper fières parce qu'elles ont réussi à faire ces produits-là et c'est devenu une usine. On en a sorti 4 l'an dernier, donc 4 produits. On a sorti 4 produits. On a sorti janvier 2018, on a sorti de l'appareillage électrique pour le grand. On a sorti un détecteur de fumée au mois de octobre. On a sorti un produit en collaboration avec Velux au mois de juillet. Et le 4e produit qu'on a sorti, j'ai oublié. Radiateur électrique au mois d'octobre-novembre aussi. D'accord. En effet, et à chaque fois donc une production comme impeccable. Ça. Voilà. Et vous arrivez quand même à mutualiser sur vos producteurs quand vous allez produire. Alors il faut toute l'astuce. Là, si tu zoomes sur le monde de la maison connectée, le monde de la maison connectée, c'est un monde très fragmenté. C'est-à-dire, t'as beaucoup de trucs qui sont différents mais qui se ressemblent. Le chauffage, t'as le chauffage collectif, le chauffage à gaz à fioul, le chauffage électrique. Et donc finalement, ce qui est important, c'est ta capacité à avoir bien toutes les références dont tout le marché a besoin, en évitant quand même de tout refaire tout le temps.
Donc d'être capable de bien standardiser ce qui doit l'être, essentiellement les éléments logiciels, et ensuite de bien spécialiser les aspects raccords standards quand tu viens te mettre dans un radiateur électrique, quand tu viens te brancher sur une chaudière, et ensuite c'est fragmenté par pays. D'accord. Puisque nous on se chauffe à l'électricité, les Italiens se chauffent au gaz, etc., etc. Donc il faut être capable de gérer cette réutilisation permanente. Et puis ensuite, évidemment, d'un point de vue industriel, aujourd'hui, on a deux sous-traitants de rang 1 chez qui on ventile la production. Et Alexandre Pro, qui est le fondateur de Conto, me disait que quand il a fait ses cigarettes électroniques... Oui, t'as raconté cette histoire. Tu les connais? Oui. Alors, la cigarette électronique, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'il raconte la même histoire que la mienne, mais... La cigarette électronique, moi, c'est un sujet que j'ai regardé. Ouais. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais faire une cigarette électronique, tu vois, quand c'était la mode, j'ai regardé. Et puis, j'ai fait une analyse stratégique assez rapide en disant, ce truc, c'est un cauchemar, faut surtout pas le faire. Et ensuite, je vois un article de presse, c'est un copain, Jean-David Bénichou, un super entrepreneur aussi. Ouais. Je vois un copain qui me dit, regarde Fred, il y a un gars qui fait la cigarette électronique dont on a parlé, c'est génial, je l'appelle, faut le voir. Donc on reçoit les deux gars, Steve Hanavi et Alexandre Pro, et je leur explique exactement pourquoi il faut pas faire de cigarette électronique. Voilà, puis mon copain Jean-David insiste, il pousse. Et les gars, ils me disent ouais, tout ce que tu dis c'est vrai, mais on va quand même essayer. Et puis bon, c'est des types exceptionnels, donc j'ai dit ok, écoute, je paye pour voir. Et donc je les ai accompagnés. Tu voulais pas y aller, tu leur as expliqué pourquoi il fallait pas le faire. Et finalement, tu les as financés. Et finalement, je les ai financés avec Jean-David qui a quand même beaucoup poussé. Hein, je lui reconnais cette clairvoyance qui m'a permis de faire la rencontre de ces deux entrepreneurs exceptionnels. Et alors, ce qui est génial, c'est que les mecs, 6-9 mois après, ils reviennent, ils disent « Fred, en fait, t'avais raison, c'est un cauchemar. » Et ils t'expliquent toutes les raisons pour lesquelles c'est un cauchemar, qui étaient plus ou moins celles que j'avais anticipées, plus de nouvelles encore plus pénibles. Et ils disent « Donc, on va fermer nickel. Et donc, on va vendre la technologie, on a trouvé un acheteur et on va rendre l'argent aux actionnaires. » Et donc, ils ont réussi à fermer, à rendre l'argent. Ce qui est quand même exceptionnel. Donc, quand tu as un gars qui te dit « J'ai fait une erreur, je me suis trompé, mais je vais fermer propre, rendre l'argent aux gens », tu dis « Bon, en fait, c'est gars bien. » Et ce qui m'a donné l'occasion de souscrire au premier tour chez Conto, bien m'en a pris. Ouais, tu n'es pas malheureux là-dessus. Non, je suis pas malheureux. J'ai encore recommandé Conto ce matin à quelqu'un, tu vois. Ouais, en effet, tu m'avais raconté quelques investissements, mais je pense que celui-là était pas mauvais. Oui, ils me racontaient en tout cas que dans leur prod, ils avaient produit quelques éléments en France pour éviter de se faire piquer tout ça. L'un des éléments centraux ou l'une des craintes justifiées ou non, dis-moi ce que t'en penses. Moi, d'abord sur la cigarette électronique. Non, mais ça ou ailleurs, je veux dire. Hein, mais la cigarette électronique, c'est des brevets chinois. C'est une invention chinoise, faite par des Chinois, fabriquée par des Chinois pour le marché intérieur chinois. Donc, dans la cigarette électronique, tu te fais pas piquer les idées, c'est nous qui les piquons aux Chinois, puisqu'ils ont tout inventé dans ce monde-là. Ils ont tout inventé, les industriels. Donc finalement, il faut pas... t'es le passager des Chinois quand tu fais de la cigarette électronique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur la contrefaçon, on n'a jamais été tellement inquiet de la contrefaçon, parce qu'un objet connecté, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se connecte au cloud, et le cloud, qui lui donne toute sa valeur, le laisse passer ou pas. Et donc, on a toujours géré la contrefaçon par, on va dire, ce fait que c'est les logiciels qui donnent la valeur au produit. Tu vois, c'est pas comme un sac à main où tu peux en faire un faux et puis faire croire que c'est un vrai. Là, tu peux pas, puisqu'il y a des éléments cryptographiques dans le produit qui font qu'il s'authentifie auprès du cloud et toi, tu ne rends le service qu'à ceux que tu as vendus. D'accord. Donc, voilà. Et puis, maintenant, aujourd'hui, la Chine, c'est plus vraiment une économie de la copie. C'est des gens qui produisent des technologies innovantes. Très bien. C'est intéressant comme point de vue et notamment le logiciel qui donne la valeur au produit. Je trouve que c'est un point de vue assez intéressant parce qu'en effet, on voit quand même beaucoup d'objets connectés qui sont quand on t'offre notamment moi c'est quelque chose d'assez typique, mais quand on t'offre un
un produit connecté de l'ancien monde, d'une société de l'ancien monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vais prendre, je sais pas, un ampli d'une société qui pourrait être, alors, j'ai rien contre Yamaha, mais Yamaha, Denon, Marantz, j'en sais rien, et qu'on te dit il est connecté, ça fait toujours peur parce que tu sais a priori, peut-être que tu te plantes de temps en temps, mais que le logiciel sera pourri. Ouais, en fait, c'est des équipes au monde qui savent bien faire des objets connectés. En fait, il y en a pas des masses. Dans la maison, on n'est pas beaucoup. En fait, parce qu'il faut à la fois que tu maîtrises les technologies de l'ancien monde, c'est-à-dire que tu saches fabriquer un truc au juste prix, en respectant les normes, en passant la CE, en étant conforme, en étant sûr électriquement, et puis que tu maîtrises le nouveau monde, de faire des logiciels ergonomiques, etc. C'est compliqué de maîtriser les deux. Tu vois, sur la raison pour laquelle Legrand a acheté Netatmo, c'est la raison structurante, c'est ça. C'est en fait, ils ont acheté cette capacité à savoir faire du bon logiciel. Et nous, la raison pour laquelle on a vendu à Legrand, c'est parce qu'on respecte énormément le travail qu'ils font, en particulier sur les aspects de sûreté électrique, où en fait, c'est quand même assez compliqué de faire des produits qui mettent pas le feu chez les gens. Surtout quand on fait de très très gros volumes. C'est intéressant. Quels sont, selon toi, on va revenir sur cette vente et voilà, j'ai l'impression que tu reproduis un peu le même schéma, c'est-à-dire vendre une société, une start-up à une société CAC 40. Alors j'ai l'impression que ça se passe mieux, c'est peut-être le début de l'histoire d'amour. Ça n'a rien à voir. Avec le management. Ça se passe très très bien. C'est bon à entendre. Vu la langue de bois que tu n'as pas, j'ai l'impression que tu dirais, je le dirais si c'était pas le cas de toute façon. Qu'est-ce que c'est l'avenir de l'objet connecté ? Quelles sont, selon toi, les prochaines choses qui vont révolutionner ? Alors peut-être l'intérieur, l'homme. J'aime plus parler d'objets connectés. D'accord. L'idée, c'est... tu vois, au 19e siècle, peut-être à un moment, on parlait des objets électriques. Et puis, parce qu'il y avait cette nouvelle technologie qui s'appelait l'électricité, donc on en parlait. Et puis finalement, ensuite, l'électricité, c'est devenu une corde à l'arc des industriels de chaque secteur. D'accord. Il y a des gens qui ont fait de l'éclairage, il y a des gens qui ont fait du chauffage, il y a des gens qui ont fait des machines à coudre. Et tu dis pas une machine... Quel est la prochaine révolution électrique ? Ouais. Donc, exactement. Donc, les objets connectés, en fait, ça y est. Il s'est passé exactement la même chose. Au début, on était dans un concept généraliste de l'objet connecté. Aujourd'hui, que tout est connecté ou que tout va être connecté ou que tout peut être connecté, eh bien, il y a Miele qui fait de l'électroménager connecté. Il y a le groupe Legrand qui fait de la maison connectée. Il y a Wissings qui fait des objets formés santé connectés. Et en fait, on ne se définit plus par la connexion, mais par le secteur d'activité dans lequel on est. C'est finalement la normalisation du secteur. Donc c'est ça les objets connectés. À partir du moment où ils sont partout, on cesse d'en parler comme d'une industrie spécifique. Mais toi, tu es peut-être un peu en avance, mais j'ai pas quand même l'impression qu'ils soient partout déjà. Je veux dire, enfin, évidemment... Ils sont partout, c'est utile. Oui. Quand ça sert à rien, ça sert à rien. Ça, c'est sûr. Oui, mais une balance, ça peut être considéré comme inutile, même une station météo connectée, c'est pas primordial. Ouais, tu peux raisonner comme ça. Tu peux aussi dire finalement quel est l'avantage d'un thermostat non connecté. Quel est l'avantage d'un thermostat non connecté par rapport à un thermostat connecté ? Si tu réfléchis bien, alors tu peux dire il est moins cher. Ouais, mais en fait non, pas beaucoup. Il est probablement plus compliqué à configurer parce que tu vas devoir te battre avec un petit écran et des boutons au lieu de faire ça de manière toute simple sur ton smartphone. Donc voilà, l'avantage d'un thermostat non connecté, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de Wi-Fi pour le faire marcher. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Quel est l'avantage d'un PES-Personne non connecté ? Bah, tu n'as pas besoin de Wi-Fi pour le faire marcher. Bah oui, mais ou de Bluetooth, tu vois, ou tu peux le faire marcher sur ton téléphone portable. Enfin, tu vois, c'est ça la révolution dans laquelle on est. Et donc finalement, quand t'as compris ça, c'est-à-dire que tu dis que le consommateur qui arrive devant le rayon, il a un objet connecté, un objet non connecté, il va faire un choix rationnel basé sur les avantages des uns et des autres, bah tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui vont finir par être connectés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à ne pas l'être. Très bien. Et du coup, si jamais ce qui n'est pas dans ton objectif immédiat, mais quitter... je sais pas si je le ferais. Legrand et voilà, mais si tu devais te relancer dans une aventure, ce serait pas dans, du coup,
l'objet connecté qui n'est plus un... Non, je sais pas. Je pense que ça fait 25 ans que je fais ça, donc c'est fatigant quand même. Donc je sais pas ce que je ferai après. Je me suis pas fixé d'échéance, aucune idée. Comment elle s'est passée cette vente à Legrand? Donc après, encore une fois, c'est assez court. Je parlais avec Marc Simoncini qui est sur des cycles plus longs, par exemple, qui parle plutôt de 10 ans. Toi, j'ai l'impression que c'est 8. Alors. Oui. Après, c'est le plus long de tes cours, de tes cycles finalement en tant qu'entrepreneur. Non, j'ai fait 12 ans dans les télécoms, 96-2008. Voilà, et ensuite j'ai fait 3 ans chez WeThings, mais comme je le disais, c'était pas... je veux dire, nécessairement mon choix. Pas forcément l'univers, mais en tout cas les cycles de vente. C'est-à-dire que dans les télécoms, t'es 99-2000, t'es 6 ans, 3 ans après, 8 ans après. Je veux dire, c'est pas... Ça me semble pas hyper long. J'ai l'impression que t'es assez rapide en exé. Je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, peut-être, oui. Et aujourd'hui, donc, je crois que ça s'est fait en quelques mois, tu me disais? Oui, alors le grand d'abord, c'est les gens qu'on connaît bien depuis de nombreuses années, puisque en 2015, on a lancé un projet industriel avec eux pour faire une gamme d'appareillages électriques connectés. En fait, et à cette occasion-là, on avait fait une levée de capital de 30 millions auquel ils avaient partiellement souscrit, et donc on avait le directeur industriel, qui s'appelle le directeur des opérations chez eux, du groupe Legrand, qui était à notre board. C'était ta première levée de fonds sur Netatmo ? Non, la deuxième. En fait, moi, j'ai mis 2 millions pour seeder la boîte. Ensuite, on a levé 4,5 avec Iris Capital et la BPI. Et ensuite, on a levé 30 avec Iris, la BPI et Legrand. Et donc, on avait un projet industriel avec des équipes qui ont travaillé ensemble et qui se sont respectées mutuellement. C'est-à-dire que on a compris les sujets sur lesquels on avait des choses à apprendre d'eux. Et ils nous ont fait confiance sur les sujets où ils avaient des choses à apprendre de nous. Et donc, d'un point de vue industriel, ça a assez bien marché. Je pense que Legrand, c'est une boîte qui est extrêmement bien gérée avec une très grande rigueur, avec une qualité tu vois, on parle je parlais tout à l'heure de parcimonie ou de... j'ai oublié le mot. Il faudra que tu coupes ce blanc. Là. Montage. Ouais, c'est une boîte qui est bien gérée, dans laquelle on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Et ils ont pu voir, en étant à notre board pendant 3 ans, qu'on gérait ça en bon père de famille aussi, avec modestie. Mmh. Et donc, on avait à la fois des cultures d'entreprise compatibles et des savoir-faire industriels différents. Parce que c'est pas du tout un groupe qui rachète des startups. On est vraiment un peu une exception à la règle. C'est un groupe qui fait beaucoup de croissance dans son secteur, de sociétés établies, très rentables. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a vraiment été un peu une anomalie. Et c'était quoi les métriques à peu près au moment du rachat? Vous étiez combien? Alors, ils l'ont annoncé, 2018, on a fait 54 millions. 54 millions Netatmo? Oui. Ah oui. Sur le monde entier, vous vendez, hein, donc? Sur le monde entier, mais 95% Europe. D'accord. On est surtout en Europe. Et vos concurrents, finalement, sont souvent presque des GAFA, hein, finalement, parce que... Alors, on a Amazon qui a racheté Nest, on a Google qui a racheté... Amazon qui a racheté Ring et Google qui a racheté Nest, pardon. Oui, c'est les gens sérieux. Le fait que ça soit des GAFA, mine de rien, c'est quand même une bonne chose, parce que ils sont si je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, la manière dont je vois la maison connectée, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un électricien, quand il fait un tableau électrique, il achète un disjoncteur Legrand? Je pourrais rajouter, même si je conseille aux électriciens d'acheter des disjoncteurs Legrand, un disjoncteur Schneider ou un disjoncteur Hager. En fait, quand il fait ça, il achète un appareil de sécurité à quelqu'un qui a une longue réputation de pas foutre le feu chez les gens et dont il pense à juste titre qu'il a pris toutes les précautions pour le faire et il lui transfère la responsabilité. Tu es un électricien, tu mets du Legrand
Et ensuite, s'il y a un problème où tu mets du Schneider, ensuite le truc crame, tu peux dire c'est pas moi, c'est Schneider. Si tu as été chercher un truc Zong au bas du rayon, on va dire pourquoi tu as mis du Zong. Donc finalement, le métier dans le bâtiment, ce qui est important pour le professionnel, c'est de transférer la responsabilité à un industriel. Dans la maison connectée, il va se passer exactement la même chose sur 3 sujets: la sécurité, la transparence de la vie privée, enfin le respect de la vie privée et la transparence de l'usage des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un achète une caméra chez Netatmo, c'est notre problème de nous occuper de la sécurité de ce produit. Je peux te dire que c'est du boulot. On fait ça avec beaucoup de modestie et c'est beaucoup de travail, et on a vraiment un gars qui s'appelle Guillaume Valadon qui est exceptionnel pour nous aider à progresser sur ces sujets. Donc voilà, avec modestie et sérieux, on travaille là-dessus. La problématique du respect de la vie privée, c'est-à-dire que le client, globalement, il nous fait confiance, il veut pas qu'on sache qu'il a mis ce produit, donc on essaie de lui garantir le respect de sa vie privée, et là encore c'est très difficile. Et puis la transparence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de tes données, à quoi ça sert, dans lequel on a des pratiques évidemment très conservatrices. Ça c'est très vrai, ce que tu me dis, je te coûte, excuse-moi, mais j'ai installé un Nest chez moi, donc Google, et l'installateur, lui m'a dit, moi, je recommande plutôt Netatmo parce que en effet, il avait cette approche sécurité, mais surtout vie privée et usage de données. C'est vie privée et transparence, et en fait, c'est ça notre boulot. Donc finalement, une fois que tu as compris ça, tu te dis le business model de Legrand, le business model de Netatmo, c'est le même. C'est d'être sérieux avec des sujets compliqués. Voilà, ce qui justifie à la fin, c'est la croyance que tu as derrière ça. C'est que le consommateur, il va mettre 100 balles de plus pour acheter une caméra Netatmo par rapport à acheter une caméra Zong pour reprendre, parce que il nous fait confiance. Et nous, on essaiera de tout faire pour pas, on va dire, pour être digne de sa confiance. Très bien. Ce rapprochement s'est fait, donc vous étiez assez proches. Toi, tu étais vendeur, tu voulais vendre Netatmo ? En fait, on a été sollicité au mois d'avril par un tiers. Qui voulait vous acheter ? Qui voulait nous acheter. Donc tu regardes, et puis tu dis c'est peut-être le moment de le faire. Donc à ce moment-là, on a ouvert un peu les discussions avec les uns et les autres. Le groupe Legrand, évidemment, de toute façon, ils étaient au board, donc ils faisaient partie des discussions. Et ensuite, on a discuté des projets industriels. Comme je le disais, on est arrivé avec le groupe Legrand est arrivé avec un super projet industriel. La manière dont Netatmo est intégré au groupe Legrand est très intelligente. C'est des gens qu'on connaît bien. C'était des Français, l'autre ? Non, c'était des étrangers. Et ça a un rôle ? Ou pas du tout. Je vois que tu restes en France, tu payes tes impôts en France, semble-t-il. Tu as un côté... peut-être que je changerai de pays le jour où ma femme changera de boulot, tu sais, mais elle est toujours là, c'est toujours la même qu'en 2008, à dire, mais tu fais ce que tu veux, mais moi je vais bosser, donc... Non, je dirais le fait que c'est plus le fait qu'on les connaît bien, qu'ils soient français, qui a fait que ça s'est bien passé. Et puis la qualité du projet industriel qui était inclusif pour tous les savoir-faire de l'entreprise. Parce que c'est surtout ça qui m'a frappé. Tu vois, y compris ce qu'on fait, tout ce qui est gros hacking, etc. qu'on fait, ça a de la valeur pour le groupe. Donc c'était pas gagné qu'on puisse trouver un partenaire industriel avec lequel il y a une aussi bonne complémentarité des savoir-faire. Et donc ça s'est fait. Voilà. Le montant n'est pas public et confidentiel. Le groupe Legrand ne communique jamais sur le montant de ses acquisitions. D'accord. Et donc, tes employés de Netatmo, en revanche, sur les 7 à 10% de BSPCE, certains sont très contents, j'imagine. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as intégré le groupe Legrand, donc sur des fonctions qui sont au-delà de Netatmo. Oui, effectivement, j'ai récupéré au-delà. Donc je m'occupe plus des ventes et du marketing. Les auditeurs ont bien compris que c'est finalement peut-être pas plus mal. Par contre, j'ai maintenant de nouvelles responsabilités sur tous les objets connectés du groupe. D'accord. Voilà. À propos de
Donc tu te projettes, pardon, sur pour l'instant, on a bien compris, chez Legrand. Moi, ce que je dis, c'est alors les gens, tu vois, parfois ils me disent, mais est-ce que tu as des lock-up, des earn-out, des machins, des trucs. En fait, je m'en fous, c'est pas ça le sujet. Le sujet, moi, je suis en mission pour que cette intégration se passe bien. On a des gens qui sont une société conservateur et bien gérée, qui fait un effort pour acheter une start-up, qui prend un risque. Donc, si tu veux, il y a des gens individuellement à des postes de direction qui ont pris des risques personnels en défendant ce truc-là. Donc, il faut les soutenir pour leur montrer que ça peut bien se passer. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de boîtes du CAC 40 qui rachètent des startups à Paris. Donc, c'est important pour l'écosystème aussi d'avoir des espèces de rôle modèle ou d'exemples d'intégration qui se passent bien. Alors, on a c'est très très important. Pardon, je fais un stop sur ce que tu dis là, mais c'est très important et j'admire vraiment ce point-là parce que j'étais hier j'avais un rendez-vous dans une sorte de start-up studio d'un groupe du CAC 40 et une ancienne directrice de la stratégie du groupe qui elle me disait j'ai investi dans pas mal d'entreprises et qui me dit ça se passe quand même souvent mal et je pense que la responsabilité des entrepreneurs, pas que pour eux, mais pour l'écosystème. Parce que si on veut, nous, que quand on crée des sociétés où on réussisse à créer de la valeur pour pouvoir être racheté potentiellement, c'est pas le seul objectif. Certains veulent pas être rachetés, fine. Mais quand on est racheté, on est responsable pour l'écosystème de faire en sorte que ça se passe bien derrière. Sinon, les grosses boîtes rachèteront plus de petites boîtes. Il y aura plus de création de valeur là-dessus et on pourra tous aller bosser dans des grands groupes du CAC 40. C'est la suspicion numéro 1 quand tu es un gars du CAC 40 et que tu vois et que tu as envie, que tu as des gens dans ton organisation qui te disent de racheter une boîte, c'est que à peine tu as fait ton chèque, tout le monde disparaît en ricanant et en disant vous avez vu le bon coup qu'on a fait. Donc on a vraiment effectivement une responsabilité pour l'écosystème que ça se passe bien. Donc voilà, donc je vais faire ça. Ça c'est ma mission, j'en ai pas d'autre. D'accord. En parallèle, tu as investi, je crois. Alors, tu parlais de Conto. Tu as quelques projets. Alors, j'en ai une vingtaine. D'accord. Donc, j'en ai beaucoup. Mais là, ça fait 18 mois ou 2 ans que j'investis plus parce que c'est trop cher. D'accord. C'était quoi tes types de tickets? Alors c'est variable, mais c'est souvent alors je sais pas, c'est souvent des petits tickets, en tout cas pour un tour d'investissement, je dirais max 100 000 euros. D'accord. Les ordres de grandeur. Souvent très très early stage donc. Souvent très early stage, donc tous les beaux projets d'objets connectés que j'ai vu passer, je les ai pris. Donc c'est Ledger. Ouais. Qui fait des porte-monnaies Bitcoin et Eric c'est Larchevêque, ouais. Avec Eric Larchevêque et c'est Numworks avec Romain Goyet. Qui fait une calculatrice pour le lycée. Donc ça, c'est des boîtes où je suis administrateur, où je m'implique. Voilà, parce que j'ai beaucoup à leur apporter. Enfin, on a beaucoup à échanger. Et ils ont d'ailleurs aussi beaucoup à m'apporter voilà, c'est mon boulot finalement aussi. Voilà, j'ai investi chez Conto. Dans toutes sortes de trucs. Là, il faudra que j'ai une liste. D'accord. Mais je t'ai cité, voilà, celle des objets connectés. J'ai lu quelque part que tu étais dans un projet Océan... Non Alors oui, je suis administrateur d'une ONG qui s'appelle Bloom. Donc ça, on est sur un autre sujet. Ça, c'est non-profit. Hein. Mm-hmm. Donc Bloom, c'est une association qui se bat pour la défense des océans, qui est une association donc qui a été fondée par Claire Nouvian il y a quelques années, et voilà, qui se bat par exemple, enfin qui s'est battu pour faire interdire la pêche profonde, qui se bat pour faire interdire la pêche électrique, et qui essaye de promouvoir on va dire des mécanismes de pêche qui soient protecteurs de la ressource et qui soient réellement durables. Parce que tu peux pêcher du poisson et avoir un business pour les artisans qui pêchent du poisson qui soit durable dès lors que tu fais un peu attention. Voilà. Et c'est une association en fait qui se comporte comme un lobby, c'est-à-dire qu'elle agit là où ça compte, au Parlement européen, en commission, de manière à faire évoluer les réglementations. Donc c'est très efficace en termes de ton charity dollar est bien utilisé. Donc on peut contribuer à Bloom pour ceux qui nous écoutent. Voilà, ouais. Les auditeurs connaissent parce que voilà, ils ont fait un excellent travail de communication sur leur thématique. Je mettrai le lien sur les notes du podcast.
Aujourd'hui, alors je dois revenir quand même sur un point qui est juste un trip que tu t'es fait, semble-t-il, que je connaissais pas. C'est que tu t'es acheté une île. Tu as dit ça tout à l'heure. Oui, j'ai une île. Ouais. Alors j'ai une île. En fait, pour être très précis, c'est une presqu'île parce qu'il y a un tombolo qui la relie au continent. Tombolo. Un tombolo, tu sais, c'est quand tu as une île dans une baie, t'as un espèce de banc de sable qui se forme. Ça s'appelle un tombolo. En rade de Brest, donc dans un endroit assez éloigné. Voilà, et donc dès que j'ai 5 minutes de libre, j'y vais. Je vais couper du bois. T'as une maison là-dessus? Oui, il y a une maison. D'accord. Il y a une maison. Et, donc je coupe du bois, je vais nager dans la rade de Brest, c'est sympa quoi. Avec une fille, rassure-moi. Non, tu sais, je suis comme le phoque. Moi, je suis protégé du froid par une épaisse couche de graisse. Donc, c'est pas si visible. Voilà, je vais me promener sur le GR34, qui est magnifique à cet endroit-là. Voilà. Ok. T'as des petits secrets au-delà de cette natation, d'organisation, de routine, de lever tôt le matin J'essaie de me lever tôt, j'essaie d'être à 8h, 8h15 au bureau. D'accord. Je dirais le rôle d'un chef d'entreprise, c'est 4 choses. C'est de recruter des rockstars. Donc je passe un temps infini. J'ai passé un temps infini à recruter des rockstars et maintenant j'ai recruté des rockstars qui savent recruter des rockstars. Parce qu'en fait, les rockstars veulent bosser avec les rockstars. Donc maintenant, c'est devenu une espèce de mouvement perpétuel. Inception. De gens de qualité chez Netatmo. Donc ça, j'en suis super fier. Combien de personnes? 250. Ok. Ensuite, ce qu'il faut, c'est il faut être vigilant de l'ambiance, il faut régler les conflits et faire partir les gens qui doivent partir. Ça, c'est super important quand tu es chef d'entreprise. C'est une fois que tu as recruté les rockstars, que les mecs sont bien, qu'ils ont envie de faire le boulot, faut pas que tu aies de gars qui les empêchent de travailler. Il y a des gens qui sont nuisibles dans les organisations, il y a des gens qui sont pas adaptés aux organisations et leur rôle doit partir, et c'est le boulot du patron de le faire. Parce que personne d'autre le fera à sa place. Troisièmement, il faut trouver de l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, les rockstars, ça a besoin d'un minimum de carburant pour bosser. Et quatrièmement, il faut que tu fixes le cap, que tu définisses la stratégie et que tu prennes les orientations stratégiques. Mais si tu as bien réussi les 3 premières, c'est-à-dire que tu as une super équipe, qu'elle est dans une bonne ambiance de travail, qu'elle se fait confiance parce qu'il n'y a pas de gens nuisibles dans l'organisation et que tu as du pognon, tu sais, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Ensuite, fixer la stratégie, c'est facile. Hein. Les gens peuvent t'aider un peu. Mais... Et en plus, les gens peuvent t'aider, ouais. Merci pour ces 4 piliers. Tu lis des livres? T'as des choses? Est-ce qu'il y a un livre que tu as offert plus que d'autres? Est-ce qu'il y a Alors j'en ai offert plein. J'ai offert Pourquoi l'amour est un plaisir de Jared Diamond à peu près tout le monde. Alors quand je l'offre évidemment aux jeunes femmes, je le fais toujours devant témoin pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la démarche. Qui est un livre qui est très intéressant parce qu'il prend un sujet que l'on croit intime et personnel qui est la sexualité humaine et il le regarde de manière lucide. Voilà, avec une démarche d'ethnobiologie, okay. En comparant notre sexualité par rapport à celle des singes et par rapport à celle des autres mammifères. Intéressant. Et voilà, et donc sur un sujet qui est un sujet dont on parle pas beaucoup, etc., où on pense qu'on est dans le ressort personnel, on voit que l'approche scientifique permet de conclure énormément de choses sur l'espèce humaine. Et voilà, donc j'aime bien ce livre et puis j'aime bien cette thématique principale. Principalement, je lis principalement que ça. Une fois que tu as lu tout Jared Diamond, là je suis en train de lire tout Steven Pinker, bon c'est un peu indigeste. Mais la thématique étant la thématique là, je lis, il a écrit toute une série de livres sur la réduction de la violence dans les sociétés modernes et l'élargissement du cercle de l'empathie qui fait que voilà, on est quand même dans des sociétés qui sont contrairement aux apparences parfois de moins en moins violentes. Ok. Tu dois filer, je te prends 2 petites dernières questions. Il y en a une qui pourrait prendre beaucoup de temps, donc on va y aller vite. Déjà, alors avant ces petites questions, où est-ce qu'on te suit toi? LinkedIn uniquement, ok. Ouais. Est-ce qu'on est dans une bulle aujourd'hui? Parce que là, tout à l'heure, tu as dit que tu investissais plus, d'accord? Oui, on est dans une bulle, bien sûr. D'accord. On est dans une bulle des actifs technologiques. Par rapport à celle de 2001, il y a une différence, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui gagnent beaucoup d'argent. Donc Google, Facebook, etc.
où Apple ont des free cash flow exceptionnels. Donc ça, c'est pour ça que la bulle est différente de 2001. Mais on a un problème de survalorisation, mais qui est un problème global de survalorisation de tous les actifs, en particulier des actifs tech. Oui. IMO aussi, potentiellement. IMO, je sais pas, parce que si tu le fais avec du crédit, en fait, c'est pas toi qui portes le risque, c'est la banque. Si tu avais l'occasion de glisser un petit mot à Fred Potter, le jour où tu as eu ton doctorat, tu pouvais passer derrière toi et te glisser un petit mot à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais comme conseil ou comme... Mais dis donc, je pense que j'étais un sale con, en admettant que je le sois plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais ? Je lui dirais, sois patient. Sois plus patient que... Enfin, prépare-toi à être patient, je lui dirais. Voilà, prépare-toi à être patient. J'allais te demander, sinon que je demande de plus en plus, mais qui je dois inviter ? Alors, sachant qu'en plus, une fois sur deux, je me fais bâcher parce que j'ai eu Denis Chalumeau qui m'a été recommandé par Marc Simoncini et que que je connais un peu, mais qui me dit j'ai arrêté de parler dans la presse et partout. Mais tu me parles de Jean-David Bénichou, je pense que c'est une bonne idée, non ? Ou t'en as peut-être d'autres ? Bien sûr, Jean-David, super idée, ouais. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton temps. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses. Je te dis à très bientôt. Bravo pour Netatmo et puis tout ce que tu as fait avant et toute ta franchise aujourd'hui. Merci Mathieu de ton accueil. À tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager ce podcast. Encore un épisode très différent de ce qu'on a pu faire récemment. Et puis de le noter 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui ont le temps de le faire, de le refaire, de le faire sur le téléphone de votre mère, de votre sœur, de votre fils, de votre... tout ce que vous pouvez, et puis surtout de le partager parce que c'est vraiment important, et puis de m'envoyer un peu vos gentils mots sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'on peut chercher comme typologie d'invité, voilà, même si je suis pas en manque d'inspiration là-dessus. À très bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.